Oh, j'ai le droit à combien? 27 minutes 33? Oh. Eh ben dis donc, il y a des miracles dans la vie, hein. Non mais je vais faire une blague, je suis obligé de blaguer des grosses conneries qui m'arrivent dans ma vie. J'ai beaucoup d'humour, putain de merde, et je vous le dis, hein. Ouais, j'ai pas besoin de dire putain de merde, pourquoi je le dis? Oh bah il y a de quoi, remarque. Hein. Ah ouais, oh ouais, ouais. Alors j'ai une avis de déchéance de cotisation pour la Yamaha, enfin là. Et attends, mais c'est pas pour moi là. Là c'est marqué, j'en ai rien à foutre, c'est marqué. Attends, non. Bah, si je le mets, peut-être que ça va pas plaire à YouTube. Monsieur Amnel Gilles, chez Madame Fanet Dominique. Dans la cour de la Bohème, où c'est que je suis. De toute façon, tout le monde connaît mon adresse, alors j'en ai rien à péter. Il demande à Gilles de payer. Ouais, il est ressuscité des morts. Je savais pas, dis donc. Oh putain de merde. Ouais, il demande à Gilles de payer 61 € sur une des motos que j'ai. Que j'ai. Alors que c'est moi qui ai hérité des motos. Il demande à Gilles de payer aussi. Ouais. Putain de merde. Ils m'ont déjà fait le coup. Alors, ils m'ont fait le coup. On avait fait tous les papiers et tout. C'est moi, tout était réglé. Et puis, d'un coup d'un seul, ils ont dit que c'était moi qui étais morte. Ah ouais. C'était plus Gilles qui était mort, c'était moi. Après, on était obligé de refaire un autre dossier d'assurance. Oh putain. On l'a fait. Puis là maintenant, hier j'ai reçu ça. Et ils s'imaginent quand même pas que je vais payer, que Gilles il va payer. Il est dans son urne, hein? Je serais je vous jure que j'aurai les couilles d'y aller. Je prends l'urne et je fais avec Gilles. Je prends l'urne de Gilles et je vais là-bas avec. J'ai dit maintenant vous discutez avec mon conjoint, hein? Puis vous lui demandez de payer. Non mais ça se trouve, ils ont changé de personnel et puis se sont pas pété le cul. Allez, vas-y, on met Gilles Hamnel qui habite avec Dominique, alors que c'était moi qui habitais avec lui. Enfin, on habitait ensemble, hein. Maintenant qu'il est mort, maintenant c'est lui qui vit avec moi. Ah, il y a de quoi péter une durite. On est dans un monde de dingue. Je veux bien qu'il y a eu des bugs dans les ordinateurs et tout ça, en banque, en machin, mais il faut pas exagérer, hein. Alors je vais pas aller dire à mon cousin, oh Patrick, j'ai un problème. Non, je vais me démerder. Je vais prendre mon téléphone, puis je vais leur téléphoner. Et puis je vais leur sonner les cloches. Ouais, pourtant on n'est pas à Pâques, hein, mais ils vont les entendre, les cloches. Excusez-moi. J'en ai plein le cul. J'ai pas assez de soucis comme ça. Non. Ils sont des incapables. Et puis demain, qu'est-ce qu'ils diront? Que je vis avec je sais pas qui? Ou que c'est pas moi qui habite là? Non mais c'est du n'importe quoi. Non mais franchement, il y a de quoi de péter une durite, il y a de quoi. Heureusement que je suis zen. Enfin que je vous la raconte, hein, parce qu'il m'arrive toujours des trucs comme ça. Il va falloir que je fasse un lâcher prise. Non mais je lâche un lâcher prise. Je vais laisser... parce que là, sinon, si je me mets trop la pression avec tout ça, ça sert à rien. Reste zen, Dominique. Ouais, reste zen. Heureusement que je le suis. Mais ils vont quand même entendre. Ils vont m'entendre. Je vais être poli et tout, mais je vais leur dire exactement ce que j'ai à leur dire. Parce que là, ça commence à bien faire. Et je vais pas me déplacer de la merde. Je vais pas prendre un taxi pour aller là-bas, parce que à pied, ça fait trop loin pour moi. J'ai des problèmes de dos et tout ça. Alors, bah non, hein, j'ai pas le chauffeur pour aller là-bas, et ben je vais leur téléphoner. Et je vais leur dire, je voudrais parler au boss là, de votre boîte, parce que les intérims, j'en veux pas. Hein. Passez-moi le boss. Non, mais ça commence à bien faire. Comme j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres, je dis, oh, punaise. Non, parce que samedi, je suis pas descendu pour le courrier, donc j'y suis allé hier. Enfin, je m'y retrouve plus parce que comme je dors le jour, hein, bah oui, je suis bien obligé de dormir le jour des fois, hein, pour rattraper les heures que j'ai pas avec l'autre idiot d'en bas, là, mais vite. Enfin bref. C'est comme ça. Donc je suis obligé de m'adapter, hein. Voilà, comme il est calme, bah, je profite de faire une sieste entre deux.
que sinon, je tiens plus. Là, je me suis réveillée ce matin. Non, je me suis réveillée à 14 h parce que entre deux, j'ai dormi 1 heure cette nuit. Je me suis endormie sur le fauteuil, là, vas-y. Ouais. Heureusement qu'il est confortable. Et puis après, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai discuté, j'ai regardé mon courrier. J'ai fait ma vidéo un peu tard. Et puis voilà, enfin, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. C'est ainsi. Maintenant, Gilles, il faut qu'il... Oh bah Gilles, il faut que tu pètes ta moto. Hein, bah oui, hein. Eh, le pauvre. Ils peuvent pas le laisser dormir en peine, hein, depuis qu'il est mort, ils arrêtent pas de me faire chier à m'envoyer du courrier pour lui, alors qu'il est parti. Non mais, eh... Y a pas une adresse postale, hein, pour l'au-delà, hein, excusez-moi, hein. Ouais. Voilà. Bon, bah maintenant j'y vais dans mon truc, là, vas-y. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et puis voilà. Mon rabbi, je crois que... ah là là. Non mais, c'est du n'importe quoi, hein. Ouais, c'est ça, je vais vous payer encore les motos, comme ça vous seriez payé 2 fois. 2 fois. Là, il ne demande que pour une moto. Hein. Gilles, il payait les 2 motos en une seule fois dans l'année. Moi, je paye chaque mois tant pour les 2 motos. Chaque mois, j'ai un prélèvement automatique en banque. Je paie tout automatiquement en banque. Tout est prélevé automatiquement. Comme ça, je me fais pas chier. Et puis lui, il réclame de payer là. Bon, Gilles, il le recevait le truc comme ça, mais... Voilà. Il envoyait un chèque où il payait par carte bancaire. Je sais pas comment il faisait. Vas-y. Ils ont pas lieu de m'envoyer ça. Quelle bande de cons. Hein. Ah, ça doit être la 5G qui leur ont cramé je sais pas quoi, là. Vas-y. On n'a pas le droit de le dire. Ah. On est dans un film de science-fiction sur cette terre. Voilà, il y a les couillons, nous, qui se font baiser, et les autres qui sont au-dessus, qui s'amusent bien. Ouais. Excusez-moi de mes grossièretés. Parce que dis donc, la quenelle, elle commence à être grosse, hein, quand même, hein. Ouais. Ben, allez, Dominique, arrête de discuter, puis de dire des gros mots. Ça sert à rien. Remarquez, on est dans un monde de porcs, donc faut bien parler comme les porcs, mais franchement, le langage des porcs, ouais, parce que eux, ils n'ont pas de limite, hein. Se foutent de notre gueule, mais tellement fort que je les entends de là. Avec toute leur machine, là. Ouais. Alors, je repars un petit peu en arrière. Là, c'est Barabbas qui parle. C'est dans le livre de Marie, hein, l'histoire telle que ça s'est passé, mais qu'une dame ou un monsieur, je sais pas trop Bah non, Marek, c'est plutôt arabe, mais c'est pas un nom de femme, Marek. Je croyais que c'était une femme, j'avais pas bien vu. Donc il écrit l'histoire, il a forcément fait des recherches historiques pour pouvoir faire son roman, romancer l'histoire. Comme un roman, quoi. Oui, enfin bref, faites pas attention à ce que je dis, il y a des moments, vas-y, je suis encore fatiguée, et puis voilà. Hein. Alors je repars de là. Si on ne se révolte pas, qui le fera? C'est Barabbas qui dit ça à Marie. Myriam, Marie. Enfin, voilà. Ton père et tous les vieux comme lui ont tort. Ils mourront quoi qu'il en soit. Ah bah ça, on meurt toujours un jour, hein, dans chaque vie. Oui, parce qu'on a plusieurs vies, on se réincarne. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Ah non, faut pas. Et c'est pour ça qu'ils ont écarté le livre d'Enoch, parce que ça parle de tout dedans. Hein, ouais, il y a trop de vérité qui gêne. Et ils mourront en esclaves.
Moi, je mourrai en juif du grand peuple d'Israël. Ma mort sera meilleure que la leur. Mon père n'est ni un esclave ni un lâche. Il a autant de courage que toi. À quoi lui sert-il son courage? À supplier comme un miséreux quand les mercenaires trouvent sa fille cachée sur la terrasse? J'y étais parce qu'il fallait te sauver. Ils ont tout cassé dans notre maison. Elle a caché Barabbas dans la cachette où c'est que normalement elle aurait dû aller se cacher. Ils ont tout cassé dans notre maison, ça c'est Marie qui parle, et dans celle de nos voisins. Les pièces de bois que mon père a fabriquées et nos meubles, tout ça pour que tu fasses le malin. Donc c'est marrant, le père de Marie, il était charpentier, oui on va dire charpentier, puisqu'il faisait des meubles, ébéniste. Oui, on peut dire ébéniste charpentier, hein, parce qu'ils fabriquaient leurs meubles, tout à la main. Il n'y avait pas de clous ni quoi, hein, il n'y avait pas de clous. Ils faisaient peut-être des chevilles ou des systèmes de trucs comme ça, mais ils cloutaient pas avec des pointes, hein, non. Alors, tais-toi, c'est lui qui dit ça. Alors, tu parles comme une gamine. Ah bah non, les filles sont plus en avance que les garçons, déjà. Je l'ai déjà dit l'autre jour, ouais. Je te l'ai déjà dit, ces choses-là, ce n'est pas pour les gosses. Et il avait tenté de discuter en sourdine, mais la dispute les avait emportés. Mariam ou Mariam, bah, écoutez, moi je sais pas, M-I-R-Y-E-M. Normalement, on dit Myriam. Voilà, Myriam. Normalement, on doit prononcer comme ça. Se soucia peu de l'insulte. Elle se tourna vers l'escalier, l'oreille aux aguets, afin de s'assurer qu'aucun bruit ne filtrait depuis l'intérieur. Quand son père se levait du lit, sa couche émettait un couinement qu'elle reconnaissait entre mille. Rassurée, elle fit de nouveau face à Barabbas. Il avait quitté les rondins inclinés sur la murette. Il cherchait une voie pour descendre de la terrasse. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je m'en vais, je suppose que tu ne souhaiterais pas que je traverse la précieuse maison de ton père. Je vais plutôt repartir comme je suis venu. » Il est quelle heure? 23h04. Barabbas attend. Barabbas attend plutôt. Oui, parce qu'il y a le S au bout. J'ai la manie de faire des liaisons qui n'ont pas lieu d'être. Ils avaient tous les deux tort et tous les deux raison. Myriam le savait, Barabbas aussi. Voilà ce qui le mettait en colère. Elle s'approcha assez près pour poser la main sur son bras. Il tressaillit comme si elle l'avait piqué. « Tu habites où » demanda-t-elle. « Pas ici. » Ce que c'était agaçant, cette manie de ne jamais répondre directement aux questions qu'on lui posait. Une habitude de voleur, sans doute. Je sais que tu n'habites pas ici, sinon je te connaîtrais. Ouais, on l'a fait souvent, ça. Hein? Ben oui, c'est agaçant, hein, comme on pose des questions et puis qu'on ne répond pas. Ou alors on nous propose des... Vas-y. Ben oui, c'est énervant. Je comprends bien. Bon. Alors, une habitude de voleur, sans doute. Alors, je sais que tu n'habites pas ici. Voilà, je l'ai dit. À Séphorie. Alors, il dit à Séphorie. Il habite à Séphorie. Bah, il y a deux P. S-E, deux P, H-O-I. Non. S-E, deux P, H-O-R-I-S. Voilà, excusez-moi. Un gros bourg. À 1h30 de marche au nord. Il fallait traverser une forêt épaisse pour s'y rendre. Et, la nuit, nul ne s'y aventurait. Excusez-moi. Ne sois pas bête. Non, parce que j'ai mangé un petit bout et puis ça remonte. Alors, je m'excuse. Hein. Ne sois pas bête, tu ne peux pas rentrer maintenant, dit-elle avec douceur. Elle ôta son châle de laine et le lui glissa entre les mains. Tu peux dormir dans la cache. Laisse la trappe ouverte, comme ça tu n'étoufferas pas. Avec ce châle, tu n'auras pas trop froid.
Pour toute réponse, il haussa les épaules et évita son regard. Mais il ne refusa pas le châle et ne chercha plus le moyen de sauter par-dessus le muret de la terrasse. Oh, puis j'aurais dû me mettre de quoi là parce que j'ai pas chaud. Avec ces coronaires, l'autre, je vais choper là, je vais choper. Choper mal à la gorge. Ouais. Fais chier ce con. Bon alors, je l'ai foutu où ce truc là? Il a glissé. Ouais, il a glissé le truc. Non, ouais, il faut que... Toujours à prendre des précautions. Ah bah oui, comme on est prématuré, bah on doit faire gaffe de ne pas choper froid. Ceci, cela. J'ai passé toute ma vie comme ça. Toute ma vie, j'ai passé mon comme ça à faire attention à ce que je dois faire. Ouais. Bah, l'autre, il me fait des grands courants d'air, évidemment que ça le fait pas. Hein. Allez, non, ça le fait pas. Bah arrête de clignoter, toi, espèce de téléphone, là. Bon, j'ai mis ce qu'il faut. Ah, c'est pas facile parce que je suis obligée de mettre des coussins pour me surélever parce que vu que le bureau est un peu plus haut, évidemment. Hein? Le temps que je perds à cause de cet idiot. Ouais, oh, c'est pas grave. Le temps perdu ne se rattrape pas, mais... ce qui paraît, ouais. Le temps n'est qu'une illusion, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de temps. Et la vraie vie, elle n'est pas de ce monde. Ouais. Ben. Alors, j'en suis à 16. Alors, demain, répéta Myriam avec un sourire dans la voix, dès que je pourrai, je t'apporterai un peu de lait et de pain. Mais quand il fera jour, il vaut mieux que tu refermes la trappe. Parfois, mon père vient ici aussitôt levé, pardon. À l'aube, une pluie fine et froide gorgeait les maisons d'humidité. Myriam s'arrangea. Myriam, oh, j'en ai marre de tout le temps me tromper. S'arrangea de son mieux pour détourner des réserves de sa mère un petit pot de lait et un quignon de pain. Elle grimpa sur la terrasse. Si je mets le pain avec grimper, ça le fait pas. Hein. Sur la terrasse sans que nul dans la maison ne s'en soucie. La trappe de la cache était refermée, le bois luisait, ruisselant de pluie. Elle s'assura qu'on ne pouvait le voir et tira sur la planchette. Le panneau bascula juste assez pour révéler que le lieu était vide. Barabbas était parti. Pas depuis longtemps car sa chaleur était encore présente dans la laine. Le châle était là aussi soigneusement plié. Si soigneusement que Myriam sourit, comme si cela était un signe. Un merci peut-être. Ben ouais. Myriam n'était pas surprise que Barabbas eût disparu ainsi sans l'attendre. Cela s'accordait avec l'image qu'elle se faisait de lui. Incapable de tenir en place, téméraire, ignorant la paix, et puis qu'il y avait la pluie, la crainte d'être vu par les gens de Nazareth en le découvrant dans le village. Chacun effectuerait le rapprochement avec les garçons que poursuivaient les mercenaires d'Hérode. Qui sait si il n'aurait pas eu le désir de se venger de la peur qu'il avait éprouvée. Pourtant, en refermant la trappe, Myriam se sentit une sorte de dépit. Ressentit une sorte de dépit. Elle aurait aimé revoir Barabbas, lui parler encore, voir son visage en plein jour. Il existait peu de chances que leurs routes se croisent de nouveau. Sans doute Barabbas éviterait-il soigneusement Nazareth à l'avenir. Elle se détourna pour entrer dans la maison et tressaillit. Le froid, la pluie, la peur, la rage, tout s'embrasa en elle. Au même instant, ses yeux, pourtant accoutumés à cette horreur, venaient de glisser sur 3 croix de bois dressées en surplomb du village. 6 mois plus tôt, les mercenaires d'Hérode y avaient attaché des voleurs capturés dans les alentours. Aujourd'hui, les cadavres des suppliciés n'étaient que des masses racornies, putrifiées, séchées, à demi dévorées par les oiseaux. Voilà ce qui attendait Barabbas s'il se faisait prendre. Et voilà aussi ce qui justifiait sa révolte. Voilà, j'ai fini le premier chapitre.
Ah non, 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 c'est... Attends. Là, c'était que c'était le prologue. Ok. Donc, la première partie, elle commence ici. J'en suis 12. Ah bah, je vais le faire alors. En 6 avant Jésus-Christ. 6 ans avant Jésus-Christ. Première partie. Des cris d'enfants percèrent la torpeur du premier matin. Ils sont là, ils sont là. Dans son atelier, Joachim était déjà au travail. Il échangea un regard avec son aide, Lysanias. Sans se laisser distraire par ses braillements, d'un seul élan, ils soulevèrent le poutre de cèdre et la déposèrent sur l'établi. Lysania, ou Nias, c'est Lysanias, se massa les reins en gémissant. Il était trop vieux pour ses gros efforts, si vieux que nul, pas même lui, ne se rappelait le jour de sa naissance. Dans un village lointain de Samarie, mais Joachim travaillait en sa compagnie depuis toujours. Il ne pouvait imaginer le remplacer par un jeune apprenti inconnu. Lysania lui avait enseigné le métier de la charpente autant que son père. À tous deux, il avait confectionné plus d'une centaine de toits dans les villages autour de Nazareth, plusieurs fois où on avait réclamé leur savoir-faire jusqu'à Séphorie. Ils entendirent des pas dans la cour alors que les clameurs des enfants rebondissaient encore sur les murs du village. Anna s'immobilisa, la mère de Marie, sur le seuil de l'atelier, projetée par le soleil rasant du matin. Son ombre glissa jusqu'à leurs pieds. À son tour, elle annonça. Ils sont arrivés. Ces mots étaient inutiles et elle ne l'ignorait pas, mais il fallait qu'ils sortent de sa bouche, telle une plainte de rage et d'inquiétude. J'ai entendu, soupira Joachim. Il n'était pas besoin d'en dire plus. Chacun dans le village savait de quoi il retournait. Les percepteurs de Sanhédrin entraient dans Nazareth. Depuis des jours, ils parcouraient la Galilée allant de village en village, précédés par l'annonce de leur venue comme par la rumeur d'une peste, et chaque fois qu'ils quittaient une bourgade, la rumeur enflait. On crut qu'ils dévoraient tout sur leur passage, ainsi que les sauterelles lancées sur l'Égypte de Pharaon. Par la colère de Yahweh, le vieux Lysania s'assit sur un plot, P-L-O-T, en secouant la tête. Il ne faut plus céder devant ces charognes. Il faut laisser Dieu décider qui il veut châtier, eux ou nous. Ah bah moi souvent je mets entre les mains du Seigneur, hein, de Dieu là-haut. Hein. Ouais. Oui, parce que je parle au Père et au Fils. Hein, là, je suis branché là-haut, moi, direct. Vas-y, c'est bon. Joachim se passa la main sur le manteau, grattant sa barbe courte la veille au soir. Les hommes du village s'étaient réunis, chacun avait donné libre cours à sa fureur. Comme Lysania, il avait été plusieurs à vouloir qu'on ne livre plus rien aux percepteurs, ni grain, ni argent, ni objet. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Tout le monde se met en grève. Ça fait des années que je le dis. Il faut que tout le monde se met en grève. Même si on perd le travail, qu'est-ce qu'on en a à branler? Et les autres, ben, ils ont plus personne pour les enrichir, ceux qui sont au-dessus, là, hein, qui se prennent pour des dieux, là. Ben oui, parce que c'est avec notre argent qu'ils se nourrissent et qu'ils ont le pouvoir. Mais bon, chaque chose en son temps. Plus rien ne percepteur, ni grain, ni argent, ni objet, que chacun s'avance, les mains vides, et crie « Allez-vous-en » Ben c'est ce qu'on devrait faire. Mais Joachim savait qu'il s'agissait des mots et des rêves d'hommes en proie à la rage. Les rêves s'évanouiraient et le courage s'effondrerait aussitôt qu'il devrait affronter la réalité. Les percepteurs ne venaient pas piller les villages sans l'aide des mercenaires d'Hérode. Si devant les premiers on pouvait se présenter les mains vides, devant les lances et les épées, la colère constituerait une faiblesse supplémentaire. Elle ne servirait qu'à provoquer un massacre. On a palpé un peu plus son impuissance et son humiliation. Des enfants du voisinage s'arrêtèrent devant l'atelier entourant Anna. Les yeux brillaient d'excitation. Ils sont chez la vieille Hulda, annoncèrent-ils. Lysania se releva, la bouche frémissante. Qu'est-ce qu'ils font trouver chez Hulda? Elle n'a rien de rien.
Chacun dans Nazareth savait qu'Hulda était la bonne amie de Lysania. N'eût été la tradition qui interdisait à ceux de Samarie d'épouser des femmes de Galilée et même de vivre sur le même toit qu'elle. Ils seraient devenus mari et femme depuis des lustres. Joachim se redressa, serrant soigneusement les pans de sa tunique dans sa ceinture. « J'y vais, reste ici avec Anna. »« Qu'est-ce que je peux postillonner, c'est chiant. »« Anna, dit-il à Lysania. » J'ai le temps de finir là, oui, 2 minutes. Anna et les enfants s'écartèrent pour le laisser passer. À peine fut-il dehors que la voix claire de Myriam le surprit. « Je vais avec toi, père. » Anna protesta aussitôt, telle n'était pas la place d'une jeune fille. Joachim faillit lui donner raison. La mine décidée de Myriam l'en dissuada. Sa fille n'était pas comme les autres. Il y avait en elle quelque chose de plus fort et de plus mûr, du courage et de la rébellion aussi. En vérité, sa présence le rendait toujours heureux, et cela se voyait. Tant que Anna ne manquait pas de se moquer de lui, était-il de ses pères dévots de leur fille? Il se pouvait, et si cela était, où en serait le mal? Il sourit à Myriam et lui fit signe de marcher à son côté. Il ne reste plus qu'une minute et des poussières. La maison d'Hulda était l'une des premières lorsque l'on entrait dans Nazareth par la route de Séphorie. Déjà la moitié des hommes du village s'y pressaient lorsque Myriam et Joachim y parvinrent. Une vingtaine de mercenaires en tunique de cuir surveillaient les montures des percepteurs et les charrettes attelées et des mules un peu plus bas sur la route. Joachim compta 4 charrettes. Les charognes du Sanhédrin avaient vu grand s'il espérait les remplir. Ouais, ça va se terminer, hein, les gars. Un autre groupe de mercenaires sous le regard d'un officier romain formait le rang devant la maison de la vieille Hulda, le poing serré sur ses lances et sur la poignée d'une épée. Tout manifestait la même indifférence. Le percepteur Joachim et Myriam ne les aperçurent pas sur le champ. Il était à l'intérieur de la minuscule maison. Brusquement, on entendit la voix d'Hulda, une plainte éraillée qui stria l'air. Une courte bousculade eut lieu sur le seuil de la maisonnette et on les vit. Ils étaient 3, la bouche dure, avec dans les yeux cette expression hautaine que confère le pouvoir sur les choses et sur les êtres. Leur tunique noire balayait le sol.